les leaders politiques de l'opposition à participer aux échanges. De l'avis de Moundiaye Cissé, la politique de la chaise vide n'est pas une solution. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Et puis 48 heures après la mort du capitaine de l'US Ouakam à Ziguinchor, Anto Camara s'effondre en plein match suite à un choc contre le gardien de but de l'équipe adverse. Des cas de malaise et d'accidents qui alertent sur la disponibilité des secours au moment opportun. Le football sénégalais préserve-t-il assez la santé de ses athlètes? Élément de réponse avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'ancienne ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop, qui a finalement été placée sous contrôle judiciaire. Elle a pu regagner son domicile après avoir versé une caution de 57 millions de francs CFA. Ndeye Saly Diop est, je rappelle, mise en cause dans la gestion de 52 millions dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Le point, c'est avec Abdoulaye Diop. L'ancienne ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndeye Saly Diop Dieng, comparaît ce lundi 19 mai 2025 devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Elle est mise en cause dans le cadre de l'audit du fonds Covid-19 pour des irrégularités constatées sur une enveloppe de 52 millions de francs CFA. L'ex-ministre est accusé de double paiement, d'être versé à répétition aux mêmes bénéficiaires et de dépenses jugées irrégulières au profit des membres de son ministère. Ces pratiques, selon le rapport de la Cour des comptes, ont été réalisées sans pièces justificatives probantes. La ministre se défend. Je vous le dis avec force. Il n'y en a eu aucun enrichissement, ni détournement, ni complicité. Il y a eu une action humanitaire menée avec dévouement pour les enfants de notre nation. Devant l'Assemblée nationale, elle a nié toute implication directe, affirmant avoir toujours agi avec loyauté. Que la lumière soit faite, que les pièces justificatives soient examinées, que les bénéficiaires soient entendus. Je pense que la vérité triomphera. D'autres anciens ministres seront entendus dans les jours à venir dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Cette vague d'audition marque un tournant dans la lutte pour la transparence dans la gestion des deniers publics. Actualité politique toujours pour parler de Biran et Ismaël Ngom, les frères de l'ancien député maire Farba Ngom, qui ont été placés sous bracelets électroniques ce lundi à l'issue de leur audition par le pôle judiciaire financier. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une enquête en cours sur des transactions financières suspectes, dont un virement de 4 milliards de francs CFA en provenance du Trésor public effectué en juin 2022. Les deux hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d'escroquerie sur les deniers publics, abus de biens sociaux. L'enquête vise à élucider les mécanismes ayant permis le transfert de ces fonds publics et leur utilisation présumée à des fins privées. Je vous l'annonçais en titre, la société civile prend son bâton de pèlerin pour rencontrer les leaders des partis politiques qui ont décliné l'invitation du chef de l'État pour le dialogue politique du 28 mai prochain. Selon Moundiaye Cissé, l'objectif est de les convaincre à changer d'avis ou au cas contraire recueillir leurs avis. Moundiaye Cissé pense que le boycott est une erreur à ne pas commettre. Pour ce qui est du politologue Pape Amadou Fall, eh bien, il ne faut pas faire la politique de la chaise vide, et tous les deux s'expriment dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. Le dialogue est une nécessité dans un pays qui se veut démocratique. Moundiaye Cissé estime qu'il s'agit de corriger et de consolider nos acquis. C'est pourquoi, dit-il, la société civile jouera pleinement son rôle et essaiera de convaincre toutes les organisations politiques à participer à ces concertations. Aujourd'hui, tout ce qu'on a acquis, c'est parce qu'il y a eu des dialogues qui ont permis d'améliorer ce système. Et donc, nous pensons que aller à ce dialogue-là est une nécessité. Et c'est pourquoi nous allons prendre notre bâton de pèlerin, comme nous avons commencé, pour insister pour que les gens, les partis qui disent non, qu'ils viennent. À défaut de venir, nous allons, dans ces rencontres-là, recueillir leurs préoccupations. Si on peut les porter, on les porte. Mais pour l'analyste politique Pape Amadou Fall, l'environnement et les motivations
constituent des éléments déterminants sur une participation ou non à un dialogue. Quand vous doutez de la démarche, de sa sincérité, vous ne pouvez pas vous engager. Le parti qui est déjà au pouvoir, pour le citer, l'APR, refuse d'aller à la table parce que tout simplement, ses membres, je dirais ses ténors aujourd'hui, sont entraînés dans la boue, reddition des comptes. Il n'y a pas de sérénité. Et en ce moment, allez s'asseoir, vous vous dites à quoi cela sert. Mais au-delà également de l'environnement, les motivations. Quand également les motivations qu'on vous présente ne vous satisfont pas, vous pouvez vous dire que j'attendrai peut-être la prochaine sortie pour aller répondre, parce que de toute façon, tout le monde a intérêt que ce pays avance. L'autre élément qui, selon Moundia Cissé, semble être intéressant avant d'entamer ces concertations, c'est de définir d'abord le format du dialogue, ensuite sur les mécanismes d'arbitrage en cas de désaccord. Parce que c'est toujours ça qui pose problème au niveau des dialogues, mais aussi qu'il y ait un engagement de la part du président de la République d'appliquer les consensus issus de ce dialogue. On a vu qu'il y a eu un dialogue sur les assises de la justice, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore appliqué les conclusions. Rassurer les différentes parties semble nécessaire en indiquant que les mesures seront appliquées, pas toutes les mesures. Parce que là également, il ne faut pas se leurrer. Plusieurs partis de l'opposition ont décidé de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État. Ils espèrent que le dialogue politique qui démarre le 28 mai prochain va permettre de renforcer notre démocratie et de consolider l'État de droit. Pour que les femmes qui travaillent au sein d'exploitations familiales soient plus autonomes, ce forum sur la résilience des femmes rurales, organisé en marge de la FIARA, les discussions ont tourné autour de mécanismes à mettre en branle afin de permettre à la gente féminine d'accéder plus facilement au financement et à la protection sociale. Le compte-rendu est signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Nabidjan. Elles gèrent les plus grandes exploitations familiales du monde rural. Pourtant, ces femmes manquent de tout. L'accès au financement, leur bête noire, entre autres. Non, on ne parle pas uniquement du foncier, mais l'accès aux ressources productives. Parce que quand on a le foncier, c'est pas sécurisé, on n'est pas sécurisé. Mais aussi avec l'accès au financement adapté aux activités. Certes, les financements existent, mais est-ce que le financement est adapté par rapport à nos activités de production, de transformation et de commercialisation? C'est l'accès au marché. Parce que comme on l'a tous constaté, il y a une surproduction de produits horticoles, mais le problème d'écoulement se pose. Donc, il faut toutes ces conditions-là favorables pour qu'il y ait vraiment une autonomisation socio-économique de la femme rurale. Ces femmes rurales réclament par ailleurs une reconnaissance juridique pour avoir un statut et bénéficier de protection sociale. C'est une meilleure prise en compte du statut juridique de l'exploitation familiale. Parce que quand on parle d'exploitation familiale, nous, on sait que la femme, c'est le noyau central de l'exploitation familiale. Et la reconnaissance juridique de l'exploitation est primordiale. Parce que nous, on travaille dans l'instabilité et dans l'insécurité. On ne dispose pas de carte professionnelle par rapport à nos activités agro-silvopastorales et halieutiques, mais en même temps, la couverture maladie universelle. Les bienfaits vraiment d'une bonne protection sociale, les femmes rurales n'en bénéficient pas par rapport à l'éducation, par rapport à la santé. Le changement climatique les intéresse aussi. D'ailleurs, ils exigent une connaissance des résultats de recherche. Les résultats de la recherche nous intéressent beaucoup pour avoir des thèmes de plaidoyer et inciter les partenaires à une meilleure prise en compte de la femme rurale, vraiment concernant les projets et programmes qui parlent de changement climatique. Le Collège des femmes du CNCR, Conseil national de concertation et de coopération ruraux, donne plus d'encadrement dans le cadre de leur travail pour faire face à certains défis. Allez, nous restons avec les femmes pour parler de deux pratiques, l'excision et le mariage des enfants, un phénomène qui a fini de prendre des proportions inquiétantes et qui est devenu une véritable contrainte pour l'émancipation des femmes en milieu rural. Après une année d'activité de sensibilisation et de conscientisation, 27 communautés de la zone sylvopastorale du Ferlo s'engagent pour une lutte accrue contre ce fléau. Le détail est avec Ali Bandalian. Un fléau qui gangrène la santé de la femme dans la zone sylvopastorale du Ferlo, qui garde un taux de prévalence de 67%, sans doute les chiffres les plus élevés du pays.
Après une année de sensibilisation et de conscientisation, 27 nouvelles communautés de la zone viennent de s'engager à bannir l'excision et le mariage des enfants. L'excision peut être à l'origine d'abord un aigu d'hémorragie, secondairement des infections et dans le long terme, la création de fistules obstétricales que nous opérons pratiquement très souvent chez des femmes venant de cette localité. Par rapport maintenant au mariage d'enfants, c'est véritablement un fléau. Le bassin d'une fille doit arriver à une maturité à un certain âge pour pouvoir prévoir, accueillir d'abord un fœtus et procéder à l'accouchement au terme donc de la grossesse. Piloté par Tostan, les relais et autres points focaux de l'ONG comptent poursuivre l'œuvre jusqu'à l'émancipation totale de la femme en milieu rural. Ce processus d'abandon de l'excision et du mariage d'enfants s'est déclenché avec le programme de renforcement des capacités communautaires, le PRCC, à travers la diffusion organisée, les activités de mobilisation sociale, les émissions radio, les rencontres intervillageoises, également l'appropriation par les communautés de l'approche des droits humains, l'implication des jeunes, des leaders religieux, des traditionalistes, l'accompagnement du personnel de santé, en plus de la collaboration étroite avec les collectivités territoriales et les autorités administratives. Cette cérémonie est beaucoup plus qu'une simple déclaration. Elle témoigne d'un engagement ferme de 27 communautés à renoncer à l'excision et au mariage d'enfants et s'inscrit pleinement dans l'un des objectifs donc, de notre programme conjoint UNFPA-UNICEF qui est de l'établissement de nouvelles normes sociales plus équitables qui transforment les pratiques néfastes qui mènent aux mutilations génitales féminines et à l'inégalité des sexes. En présence des représentants du ministre de la Famille, les populations de cette zone sylvopastorale se sont retrouvées durant 2 jours à Tchonnor. Un acquis de taille selon le sous-préfet de Vélingara Ferlo qui se réjouit de la bonne prise de conscience des communautés. Allez, parlons cadre de vie à travers l'érection d'un mur en passe de semer la zizanie entre les populations de Grand Médine et la municipalité. Ce mur qui va servir de clôture au parking du stade Léopold Sédar Senghor doit, selon les populations, être bâti en observant un écart d'au moins 15 mètres pour ne pas obstruer leur espace de vie. Mamadou Katitop est porte-parole justement de ces riverains. Il nous en dit plus au micro de Lisa Prera. Étant d'accord pour la clôture du parking, le collectif revendique un écart entre celle-ci et le point de sortie du quartier tout en émettant quelques réserves. Nos revendications. Le quartier de Grand Médine exige un écart d'au moins 15 mètres entre le trottoir et le début de la clôture du parking. Cet espace servira de voie de dégagement et de sortie pour les populations. Il permettra au quartier de respirer et de ne pas être étouffé par une telle clôture. Nos réserves. Les populations de Grand Médine souhaitent une très grande réussite au projet en cours. Elles sollicitent notamment qu'il instaure un environnement harmonieux entre le stade et les habitants environnants. D'où les réserves suivantes. 2 points. La clôture doit être effectuée avec des grillages. Un mur long n'aidera pas le quartier dans sa volonté de contribuer à ce qui fera améliorer le projet après exécution. Une telle construction pourrait notamment favoriser l'insécurité dans le milieu. Les portes doivent faciliter le mouvement des personnes, particulièrement celui des élèves qui fréquentent le lycée Sergent Malamine Camara. Au moment où nous attendons la convocation de Moussé Sarr pour la poursuite des pourparlers, le collectif constate l'accélération des travaux, ce qui s'avère inacceptable, trahissant ainsi la volonté des populations de trouver une solution paisible. Le collectif réaffirme sa volonté de dialoguer avec les parties prenantes tout en exigeant la suspension des travaux qui concernent le quartier de Grand Médine jusqu'à l'achèvement des pourparlers. Le contraire semblera tout le processus entamé et nous poussera à changer d'approche. Hors de Dakar, nous parlons de l'école Guédel Mbouch, construite en 1893 et en état de délabrement très avancé. À cela s'ajoutent des difficultés liées à son encerclement par des cantines qui occasionnent des bruits sonores assez gênants pour les apprentissages. Face à cette situation, le corps professoral interpelle tout simplement le ministre de l'Éducation du Sénégal. Le reportage est signé Ousmane Dem et Tierno Diallo.
À l'occasion de la première édition de la Journée de l'excellence, plus d'une trentaine d'élèves ont été primés à l'école Guédel Mbodj de Kaolack. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis à l'école Guédel Mbodj, une école symbolique, historique, pour célébrer l'excellence de nos élèves. Nous vraiment fêtons aujourd'hui parce qu'ils ont bien travaillé. Cette cérémonie d'excellence pour encourager déjà les enseignants, encourager les élèves, les parents d'élèves et leur dire aussi à ces élèves-là qui sont l'avenir et qu'on doit aujourd'hui les booster, les accompagner pour aujourd'hui en faire des patriotes. Cette joie est l'arbre qui cache la forêt dans cette école confrontée à d'énormes difficultés. On a beaucoup de difficultés. La difficulté, c'est que les bâtiments sont vétustes. Manque de matériel, manque d'engagement des parents. L'environnement dans lequel se trouve cette école ne garantit pas les conditions de meilleur enseignement-apprentissage. Aussi, on est entouré par les cantines, avec les buts, tout ça. Donc c'est une école qui est très âgée, qui a besoin d'être réfectionnée, d'être appuyée en matériel pour que les élèves puissent vraiment exceller. Comme je l'ai dit dans mon discours, pour avoir des élèves excellents, il faut un cadre attrayant. C'est le cadre qui capte les élèves, qui les attire. Mais une école où la seule règne pendant les soirs, c'est catastrophique, c'est difficile. Les enseignants souffrent. L'État, les bonnes volontés et les anciens pensionnaires de cette école sont interpellés. Nous voulons aussi ouvrir l'école au public pour qu'elle soit beaucoup plus connue et faire appel aussi aux anciens. L'école de 100 à 132 ans d'ancienneté. Et nous voulons vraiment un appui pour vraiment la réflexion. Le corps enseignant et les parents d'élèves de l'école Guédel Mbodj de Kaolack nourrissent l'espoir de trouver des solutions à leurs doléances. Allez, parlons consommation. L'autosuffisance en bananes atteinte pour cette saison. Le collectif des producteurs de la filière dans la région de Tambacounda sollicite le gel des importations, ceci naturellement dans le but de leur permettre d'écouler leur production en toute sérénité. Une doléance exprimée en présence du directeur général de l'agence de régulation des marchés en tournée dans la région de Tambacounda, Mamadou Diouf. Le Sénégal a presque atteint l'autosuffisance en bananes. C'est pourquoi les producteurs de la filière dans la région de Tambacounda sollicitent à l'État le gel des importations au dernier trimestre de l'année pour les permettre de bien écouler leur production. Nous avons atteint une autosuffisance périodique, c'est-à-dire que les mois de septembre, octobre, novembre, nous arrivons à avoir une surproduction ici au Sénégal. C'est pourquoi nous avons beaucoup de pertes au niveau de la commercialisation. Il y a beaucoup de bananes qui pourrissent dans les plantations de bananes. Donc au niveau national, nous avons prévu cette année une production de 105 000 tonnes. Le besoin se situe autour de 130 000 tonnes, mais durant ces 3 mois que nous avons cités, nous sommes en surproduction. Et nous demandons à l'État la sécurisation du marché pour qu'on évite, qu'on arrête les importations de bananes dans ces périodes-là, pour sauver les producteurs. En tournée dans la zone, le directeur de l'agence de régulation des marchés salue le travail des producteurs. Il promet de mettre en place des mécanismes pour accompagner ces derniers. Nous allons discuter des différentes orientations que nous allons mettre en place. Ils l'ont dit. Le souhait, c'est de prendre des mesures de régulation comme nous le faisons dans le cadre de l'oignon et de la pomme de terre. Et ils ont indiqué des dates à partir du mois d'août, septembre, octobre. Nous allons faire toutes ces analyses-là en collaboration avec nos collègues de l'agriculture et nous aussi par rapport aux besoins du marché. Et cela va nous permettre quand même de soumettre des propositions de solutions au niveau du ministère du Commerce et au niveau du ministère de l'Agriculture. Cette année, 105 000 tonnes sont attendues par les producteurs. Une quantité très proche du besoin qui est estimé à 130 000 tonnes pour atteindre définitivement l'autosuffisance de la banane au Sénégal. Hors de chez nous, cette audience du président de la transition au ministre sénégalais des Forces armées, le président de la transition, son Excellence générale d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience ce 19 mai 2025 au général Birame Diop, ministre des Forces armées du Sénégal et porteur d'un message de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Au cours de cette rencontre, le général Birame Diop a transmis les salutations fraternelles de son Excellence le président Diomaye Faye au président Assimi Goïta et a réaffirmé les liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays.
Dans une interview accordée à la presse à l'issue de l'audience, le ministre sénégalais des Forces armées a réaffirmé la volonté de son pays à travailler de manière constructive avec le président Goïta dans un cadre bilatéral, sinon multilatéral, pour faire face aux défis multiples de la sous-région. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a quant à lui réitéré son engagement à consolider et à renforcer les relations d'amitié et de fraternité avec la République sœur du Sénégal. Il a chargé le ministre Birame Diop de transmettre ses salutations fraternelles à son homologue sénégalais. Le sport, et c'est pour parler de ce drame survenu à Ziguinchor sur le terrain de football du lycée Djignabo. Un jeune homme s'est effondré en plein match après un choc contre le gardien de but de l'équipe adverse. Anto Camara n'a pas survécu à ce choc. Il perdra la vie après son évacuation à l'hôpital régional de Ziguinchor. Boubacar Diassi, Lamine Mandian pour les détails. Le drame a lieu sur le terrain de football du lycée Djignabo de Ziguinchor. L'oncle du défunt revient sur les circonstances de l'accident. Je suis l'oncle du défunt. Effectivement, quand le ballon l'a centré depuis le rond central, et lui il était le numéro 11. Donc il y avait une course entre lui et le gardien. Ils ont sauté ensemble. Le gardien, par son souhait, avec ses deux mains, a tapé le ballon et il a touché la tête du cul. Il est tombé par la tête, il s'est évanoui et on a appelé les sapeurs-pompiers. On l'a amené au niveau de l'hôpital régional à l'urgence. C'est là-bas qu'il a rendu l'âme. La levée du corps a lieu à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Parents et amis, mais surtout ses coéquipiers, sont venus prier pour lui. Nous étions ensemble depuis le regroupement jusqu'au terrain de jeu et je l'ai classé comme titulaire à son poste. C'est pendant le match que l'accident est survenu. Les témoignages des voisins sont unanimes. C'était un jeune garçon sans problème. Il n'avait que 3 lieux de fréquentation dans le quartier. Il était vraiment l'ami des enfants. La famille biologique de Anto Camara et sa famille sportive s'en remettent au Seigneur. Le terme de chaque vie a été programmé par le Seigneur. Personne ne pouvait éviter cet accident. Nous tous qui étions témoins des faits, nous n'y pouvions absolument rien. C'était la volonté du Seigneur. Anto Camara sera inhumé dans la commune de Djiredji, région de Sédhiou, dans son village d'origine, Kindunguru. Son rêve de devenir un international sénégalais a été brisé à la fleur de l'âge. Malaise qui survient 48 heures seulement après la mort de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam, qui lui aussi s'est effondré en plein match au Sénégal. Les cas de malaise mortel sur les terrains de football se répètent, révélant ainsi une absence totale de dispositifs de secours après la mort récente donc de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam. Les projecteurs se braquent sur un système qui expose les joueurs à un risque évitable. Médecins absents, défibrillateurs introuvables, certificats bâclés. Le football sénégalais joue-t-il avec la santé ou même la vie de ses athlètes? Élément de réponse avec Mamadou Ndiaye. Ils viennent jouer, courir, rêver, mais parfois le terrain devient fatal. Trop souvent au Sénégal, un simple malaise vire au drame. Il y a les causes cardiaques. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a soit une pathologie cardiaque qu'il ne savait pas, ou bien qui a, par exemple, qui a un cœur sain, mais qui, face à une situation de stress ou bien de choc, des anomalies qui peuvent aboutir à un arrêt cardiaque. Après, les autres causes, c'est les causes qui sont non cardiaques. Souvent, ça n'aboutit pas à un arrêt cardiaque. Donc souvent, c'est hypoglycémie, coup de chaleur, et tout ça. Fadiouf Ndiaye n'est pas un cas isolé. Depuis quelques années, les cas de malaise mortel se multiplient dans les stades sénégalais. Un constat alarmant. Je pense que ce sont des moments aussi d'arrêt, de réflexion, d'analyse profonde. Parce que ce qui est sûr, c'est que tout n'est pas rose, même pour le constater. Il faut faire le point, diagnostiquer, voir ce qui ne va pas, essayer d'améliorer. C'est comme ça la vie. Il faut savoir que les matchs de football,
surtout en championnat, c'est les clubs qui organisent. Il doit y avoir une ambulance, il doit y avoir des sapeurs-pompiers. Hier, il y avait les ambulances, hein. Il y avait les sapeurs-pompiers. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'ambulance médicalisée. Et l'ambulance médicalisée, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Hein. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on organise 16 matchs au niveau de la Ligue professionnelle tous les week-ends. Et ensuite, plusieurs matchs au niveau de la nationale et de la nationale 2. Donc, c'est des centaines et des centaines de matchs par semaine. Donc, doter une ambulance médicalisée dans chaque stade, c'est un peu difficile. Sur le terrain, peu de clubs disposent d'un dispositif médical efficace. Même en Ligue 1, le minimum vital est parfois absent. Mais c'est régulier. Moi, je me rappelle bien, il y a 4 ou 5 ans, j'avais adressé une lettre au ministre de l'Intérieur suite au commissaire central de Dakar qui était décédé après une randonnée pédestre pour demander que durant les activités sportives, qu'il y ait un défibrillateur autonome externe pour pouvoir réanimer ces cas aussitôt après. Donc l'imposer au niveau des stades, mais aussi faire des formations grand public sur les gestes qui sauvent. Former les équipes, doter chaque stade d'un kit de premier secours, installer un défibrillateur, des gestes simples qui peuvent sauver une vie. Allez, nous parlons à présent de sport équestre, d'équitation. Eden Kazoum et Limansa Arnaud Rosière, c'est le podium du World Jumping Challenge national qualificatif aux Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Si la première a de fortes chances d'avoir décroché sa qualification, eh bien, les deux autres auront une séance de rattrapage lors de la finale du World Jumping Challenge en novembre prochain. Compte rendu signé Chersali Boudjara et Amadouba. Eden Kazoum, bien placé pour représenter le Sénégal aux épreuves d'équitation aux Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. À 13 ans, la cavalière a remporté la catégorie A du World Jumping Challenge national devant Eliman Sarr et Arnaud Rosière. Et les résultats qu'on a vus sur la catégorie A, notamment le résultat qui a été fait par Eden Kazoum, laisse présager de très bons espoirs. D'abord, elle est d'office qualifiée pour la finale du World Jumping Challenge et on verra avec la Fédération équestre internationale, une fois que l'ensemble des challenges nationaux auront été réalisés, qu'est-ce que donnera finalement son classement qui permet de la faire aboutir directement au JOJ. Donc de beaucoup d'espoir, énormément de belles choses que nous avons vues. Mais je pense que ce qui était important aussi, c'est de voir que le Sénégal, contrairement à d'autres pays, a organisé le challenge sur les 3 catégories. La catégorie A, c'est ce qui te permet de pouvoir se qualifier à la finale du World Jumping Challenge et éventuellement au JOJ. Mais c'était également des autres catégories, c'est pour permettre de se positionner sur le classement qui va permettre de pouvoir, à un cavalier sénégalais, de se positionner certainement pour les championnats du championnat du monde d'équitation. Cette compétition, un test pour le personnel technique sénégalais qui a bénéficié d'un stage de renforcement en perspective des prochaines. Avec c'est du personnel technique dont on aura besoin pour le challenge et en 2026. Donc tout ça est de très bon augure. En tout cas, on croise les doigts. On sait que déjà aussi un moment de test pour nos équipes parce que comme vous le savez, en novembre, nous avons la lourde responsabilité en tant que fédération nationale en relation avec le FEI, mais également le comité international olympique et le comité d'organisation de Dakar 2026 d'organiser une épreuve test qui va permettre de nous aguerrir en direction de 2026. En attendant, Dakar va accueillir la finale du World Jumping Challenge au mois de novembre prochain. Allez, on passe au basketball. Au nombre de 5, les basketteurs sénégalais ont brillé à la conférence Nil de la Basketball Africa League actuellement à Kigali au Rwanda. À leur tête, les 2 internationaux sénégalais. Il s'agit de Youssou Ndoye et Jean-Jacques Boissy, étincelants en attaque, de bon augure à quelques mois de l'Afrobasket, selon l'entraîneur Omar Diouf. Je vous propose de le suivre au micro de Chersali Boudjara. Les 3 premiers, ils sont encore jeunes, ils n'ont pas pratiquement beaucoup de temps de jeu. Il s'agit de Mohamed Kamara qui joue avec MMB Blue Soldier de l'Afrique du Sud. Le second, c'est Cher Mbake Jong qui joue avec Nairobi City 32 de Kenya. Et le dernier, c'est Hassan Madjan qui joue avec APR de Rwanda. Les 2 autres, on les connaît. Donc, Youssou Ndoye, comme vous le savez, pour son premier match, il a scoré 9 points,
pris 9 rebonds, 2 passes pour 22 minutes de jeu. Le second match contre MMB Blue Soldier, il a élevé un peu son niveau avec 25 points, 9 rebonds en 28 minutes de temps de jeu. Je trouve que c'est très bien. Donc avec l'expérience de Youssou N'Doye, il va beaucoup aider l'équipe rwandaise à gagner des matchs. Et le dernier, on le connaît, c'est Jean-Jacques Boissy. Il joue avec Al Ahly de Tripoli. Voilà, donc pour son premier match, lui, il a scoré 28 points, donc 7 rebonds donc pour 30 minutes de jeu. Le second match, il a élevé un peu le niveau avec 30 points et 4 rebonds pour 34 minutes de jeu. Donc dans les 2 matchs, on a vu qu'il a cumulé un score de 58 points. Je trouve que c'est très bien. Donc Jean-Jacques Boissy, c'est l'un des joueurs prometteurs dans le basket sénégalais. Et je trouve que c'est bien d'avoir des joueurs sénégalais qui élèvent leur niveau, qui prouvent qu'ils ont leur place donc, dans la Basketball African League. Et cela aussi pour nous aider justement pour les prochains championnats d'Afrique qui vont venir bientôt. Donc d'avoir des joueurs sénégalais qui sont en forme pour pouvoir aider l'équipe. En tout cas, je suis très content pour eux, donc j'espère qu'ils vont continuer. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite, restez avec nous, la deuxième partie de Soir d'Info.